Donc Jean Giono joue avec les héros monstrueux, donnant naissance à une œuvre d'art prodigieuse et singulière, à la fois dionysiaque et apollinienne, inspirée de la tragédie antique. Dans Deux cavaliers de l'orage, donc là c'est un deuxième texte de Giono, il met en scène la relation trouble des deux frères ennemis, Ange, mon cadet, et Marceau, dit l'Antier. Ainsi, Jason, l'Antier, nous rappelle son homonyme grec, Jason et les Argonautes, affrontant les Harpies, le dragon gardant la toison d'or en Colchide, les taureaux du roi Aétès. Le retour de la tragédie, l'omniprésence de Dionysos dans Deux cavaliers de l'orage, nous incite à mettre au jour quelques enjeux du sublime et du phénomène monstrueux du dionysiaque gionien au travers d'un rapprochement thématique, d'une mise en parallèle, d'une confrontation dans Deux cavaliers de l'orage avec le mythe du Janus et de l'androgyne. Hermaphrodite et androgyne. La bisexualité des dieux, ou ose-t-on encore discuter du sexe des anges. En fait, Giono, c'est très contemporain. Si je me risque effrontément à la malice d'une telle interrogation, c'est qu'il s'agit bien du sexe d'un ange dans Deux cavaliers de l'orage. Ange, c'est le personnage en question. On joue sur les deux, évidemment. C'est surtout le nom grec qui reprend ce thème de l'homme primitif, bisexué, thème développé avec bonheur par Platon dans le banquet, je cite. Jadis, la nature humaine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était bien différente. L'humanité se divisait en premier lieu en 3 espèces d'êtres humains et non en 2 comme aujourd'hui. Outre les sexes mâles et femelles, il en existait un 3e qui participait des 2. L'espèce en a été détruite et le nom seul survit. Cette espèce s'appelait androgyne, car son aspect rappelait à la fois le mâle et la femelle. La cause qui différenciait ces 3 espèces d'hommes provenait de ce que le sexe masculin fut au commencement le fils du soleil, le sexe féminin de la terre et le sexe composé des 2 autres, le fils de la lune, car la lune participe à la fois du soleil et de la terre. Ainsi parle Platon par la voix de son médecin Aristophane. Et je me bats encore avec ces feuilles. Donc, fils d'Hermès, l'éternel jeune homme, et d'Aphrodite, déesse de l'amour, hermaphrodite, et frère d'Éros. Grâce à son héritage maternel, il est lié au monde de la forme et de l'amour. L'esthétisme grec privilégie longtemps le corps adolescent, gracile, et préfère les Adonis aux Hercules. Les formes masculines s'adoucissent progressivement jusqu'à devenir efféminées. On glorifie Antinous et Phèbe, impérial favori, en ces temps où l'homosexualité, surtout masculine, est plus qu'admise. Puis on pousse jusqu'à l'extrême la suppression de la barrière entre les sexes et l'on vénère Hermaphrodite. Le texte de Giono, vous allez voir, là on est en plein dedans, Deux cavaliers de l'orage, au travers de la figure emblématique du cadet des Jasons, Ange, illustre parfaitement les 2 faces du mythe de l'androgyne. La face lumineuse du mythe, remplie d'espoir, figure l'union charnelle, réalisée et dépassée. Le portrait que Giono nous révèle de mon cadet symbolise à l'extrême l'union de l'esprit et de la matière, la beauté du corps et l'équilibre de l'esprit, la juste combinaison des forces, l'équilibre des éléments. Je cite. Dès que Marceau regarda et vit Ange, il éprouva dans son cœur un repos comparable.
Ce qui avait donné une fin goulue de l'enfant ravissait maintenant dans l'adolescent. Il imposait une impression de sérénité pure et glacée, une certaine lenteur de l'œil qui ainsi appuyait longtemps son noir de goudron. On faisait comme une chose divine. Il commençait à avoir un tout petit duvet d'or au-dessus des lèvres. Les joues étaient d'un ovale parfait, un peu pointu. Ses cheveux, annelés et clairs comme des copeaux, gonflaient au-dessus de son front et de ses tempes. La peau de son visage était satinée et brune comme la coque des noisettes. Dans toute cette rouerie de beauté qui séduisait et jouait avec la vie, le menton, solide et volontaire, était toujours immobile. C'est ainsi donc que Marceau le retrouva, tel, disait-il, qu'il l'avait laissé, car habitué aux masses de Marat, Marceau ne voyait pas les larges épaules de mon cadet taillé en grâce et ce buste souple et délié qui, en effet, aurait pu tenir entre les deux énormes mains jointes de l'aîné. Vous avez pu le constater, je le dis, mais je pense que vous avez bien senti, le portrait de mon cadet procède d'une dimension érotique absolument irréductible. Eros, par sa dimension créatrice, par sa situation exceptionnelle au regard du temps primordial, du commencement, est une puissance qui précède le partage des sexes et dont le caractère éminemment originaire, en fait, ayant tout, avant tout, une puissance de commencement. Dans la théogonie orphique, Eros est androgyne, à la fois mâle et femelle, devenant par là même la puissance créatrice par excellence. De même, n'est-ce pas l'orphisme qui place Eros au commencement de toute chose, en le faisant éclore à partir de l'œuvre primordiale, comme la lumière jaillissant des ténèbres aveugles qui l'enveloppent à l'origine. Ainsi, le mythe de l'androgyne, symbolisé par Ange dans Deux cavaliers de l'orage, se révèle à nous sous un lumineux reflet. Ange concrétise l'union de la beauté de la matière et de l'équilibre de l'esprit. C'est l'équilibre trouvé et réalisé, équilibre qu'il sait communiquer à toute chose. Je cite un extrait du début de Deux cavaliers de l'orage qui évoque les deux frères qui sont des maquignons. La beauté de mon cadet avait fait tout de suite merveille comme un feu. Il était arrivé aux lisières des parcs comme une aubaine, et il s'était avancé vers les compagnies semblables aux dieux des mules. Le fait est que Marceau lui-même en était estomaqué. Où diable ce garçon avait-il pris tout ça? On ne pouvait pas savoir s'il s'arrangeait pour meurtrir la bête avec le mort ou s'il avait un sort pour dominer. Mais, ayant monté la plus cabocharde des bêtes, il la fit papillonner, danser et faire des grâces. Alors, pas de face sombre à ce mythe plein d'espoir. On a l'impression que là, on a simplement de l'éblouissement. Pas du tout. Pas dans le monde du sacré, mais paradoxalement, dans le monde des humains. L'Antiquité connaît des états intersexués et les rejette avec violence. Tite-Live l'explique de la façon suivante. Ces êtres résultent de la nature, je cite, de la nature qui aurait confondu et brouillé les genres. Les androgynes, les hermaphrodites, sont conduits à la mer et exposés sur l'eau. D'autres sont brûlés et enterrés. Les rites varient, mais leur principe reste le même. L'hermaphrodite doit disparaître du monde des hommes sans souiller personne et se fondre ensuite avec un élément féminin, eau ou terre. Vous voyez, c'est vraiment d'actualité l'affaire. L'hermaphrodite a subtilisé au divin sa caractéristique essentielle, la bisexualité.
l'hermaphrodite, cette présomption donc est punie de mort. Ainsi, ange, hermaphrodite, monstre, né viable, est condamné à mort. Donc, par le monde antique, dans la tragédie ionienne, comme si cette viabilité était une erreur de la nature, erreur qu'il faut réparer. Dans Deux cavaliers de l'orage, Marceau, Jason se fait l'instrument de cette réparation. Donc là, on va voir qu'on arrive vraiment dans le sordide. Quand il mélange le sang de son frère à la terre. Je cite un passage situé à la fin de Deux cavaliers de l'orage. Quand il a été détortillé, on a vu. Il était presque coupé en deux par les coups de serpe donnés par un furieux. Ce mélange du sang de mon cadet au sein de la terre-mère atteste de la face sombre de ce mythe plein d'espoir de l'hermaphrodite. Le Jason issu de l'imaginaire ionien a lui aussi voulu la toison d'or, mais contrairement à Jason, fils d'Aison, il la convoitait pour lui-même. Il n'était pas, comme tant d'autres héros, dans l'obligation de tenter une mission considérée comme impossible pour satisfaire aux exigences d'un maître d'œuvre implacable. Ça va, vous suivez ? On fera une pause juste à la fin de la partie. Oui. On fera une pause à la fin de la partie chapitre 1. La partie, elle n'est pas encore. On arrivera après. Donc, Ange et Marceau, vous avez vu, donc l'aîné et le cadet, la figure de Janus, évidemment, parce que on a bien vu que Marceau était totalement amoureux et perdu d'amour par rapport à son cadet. Mais Deux cavaliers de l'orage nous semblent porteurs d'un autre mythe, issu d'un autre type de monstre, le monstre double. Le mythe, comme la science, fait du fondu enchaîné entre jumeaux et Janus. Des faux aux vrais jumeaux, simplement accolés, au monstre double dont le Janus, tout existe et tout est mythifié. Deux cavaliers de l'orage témoigne à son tour de la lutte fratricide des deux frères, Ange et Marceau, monstre double. Ils gardent le même symbolisme de division de soi-même, allant de la riche bipolarité à la néfaste désunion. Donc là, je vais citer une citation de Robert Ricat dans la notice de Deux cavaliers de l'orage. Pour échapper à la contingence qui frappe tous les humains, Marceau n'a qu'à aimer un autre Marceau, plus jeune, plus beau, mais semblable, et à former avec lui un couple où la vie enfin peut être justifiée parce qu'elle tourne en circuit fermé et va du même au même, et qu'elle institue ainsi une parfaite autonomie de l'être. Nous sommes alors amenés à penser au banquet de Platon, qui met en scène deux amants couchés ensemble, à qui Héphaïstos, le dieu forgeron, pose cette question. Que désirez-vous, humains, qu'il vous advienne l'un par l'autre ? Silence embarrassé. Le dieu propose une réponse à laquelle ils acquiescent, ravis d'entendre énoncer la vérité ignorée de leur désir. Désirez-vous former un seul être ? Que ni nuit ni jour, vous ne soyez éloignés l'un de l'autre ? Si c'est bien votre désir, je vais vous fondre et vous réunir en un seul et même être. Donc Marceau désire l'union, voire la fusion en un seul être, comme si son frère et lui constituaient deux parties d'un même tout, mais avec le sentiment quasi métaphysique que cette unité a toujours existé et qu'il s'agit de réunir deux êtres séparés par hasard, de reconstituer une unité par-delà les contingences de la séparation, une unité éternelle d'une nécessité absolue et transcendante. Ainsi, Marceau ne désire-t-il rien d'autre que la reproduction du couple gémellaire soudé, c'est-à-dire du monstre double, le Janus.